c'est à la file indienne, 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 c'est à la file indienne que les redcons s'enchaînent. Dida, didi, dida, doudou, didi. Un épisode sera centré sur Blanche-Neige et David. C'est un flashback qui m'a laissé assez perplexe au début parce que ça se passe durant la malédiction et on dit pas quand. Donc ça crée une espèce de mystère, mais voilà, durant la malédiction, il y a Blanche-Neige qui vient rendre visite à David qui est dans le coma et qui se réveille grâce à une rose particulière qu'elle a trouvée qui fait marcher sa magie et David se souvient de tout. C'est-à-dire ah ouais, qu'il était dans le pays de la forêt enchantée juste avant, et qu'est-ce qui se passe, etc. Grâce à son amour, il arrive à réveiller Blanche-Neige, à la sortir du sort, etc. Ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans une ville où tout le monde a tout oublié, etc. etc. Il faut qu'on retrouve Emma. Et voilà, sur le coup, ça colle pas trop avec ce qu'on a déjà vu avant, faut dire ce qui est. Donc ouais, j'étais assez intrigué de comment ils allaient gérer ça. Mais voilà, on apprend que ça se passe 10 ans après le début de la malédiction, donc bien avant l'arrivée d'Emma, et parce que oui, c'est un peu normal, ça c'est censé se répéter en boucle. D'ailleurs, ça reprend pas mal de trucs intéressants qu'on avait déjà vu dans la saison 1, dans les habitudes cycliques de nos personnages. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas vu Graham. Sincèrement, hein, je veux dire, vous avez plus trop l'occasion de faire venir cet acteur-là, vous avez fait venir pas mal d'acteurs secondaires. S'il y a un acteur secondaire qui aurait été sympa de voir dans ce cas de figure, c'était Graham. Un peu dommage, mais ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il essaie de demander de l'aide auprès de Rumpelstiltskin. Il y a tout un jeu de chasse entre eux et Regina, qui au passage, ouais, elle sait qu'ils se sont réveillés à un moment donné. Parce que, ouais, elle finit par comprendre vaguement que ça doit être Blanche-Neige qui la blouse. Mais j'imagine que comme elle n'a pas pu s'en rendre compte à 100% de façon sûre, elle a dû au fil des ans se dire ok, c'est moi qui me suis fait des idées, j'imagine, ça doit être ça. Mais ouais, un truc intéressant avec Rumpelstiltskin, c'est que il a vraiment été pris dans la malédiction de Regina. En connaissant le nom d'Emma, c'est ça qui l'a réveillé en fait, lorsque David est venu lui dire le prénom d'Emma. Ouais, parce que personne d'autre ne s'appelle Emma dans la ville. Il n'y a aucun moment on aurait pu dire ce nom-là. Enfin bon, c'est histoire de dire, mais ouais, c'est... Ok, ça essaie de créer une certaine logique avec ce qu'il y a eu avant, comment Rumpelstiltskin a pu trouver un moyen de se sortir de cette malédiction-là. Donc en gros, il a une espèce de marqueur magique sur le nom de la sauveuse qui fait que lorsqu'il entend, il pourra être défait de la malédiction. Ouais, c'est la magie, hein, c'est magie tout ça, mais par rapport à d'autres trucs que j'ai eu dans cette saison et même que je vais voir dans cet épisode, c'est tout à fait acceptable, je vais pas m'en plaindre ça. Mais voilà, après avoir un petit peu fui, etc. Il y a Rumpel qui finit par leur dire vous pouvez pas faire ça tout de suite, vous pouvez pas essayer de retrouver votre fille maintenant parce que elle n'a que 10 ans, elle peut pas être la sauveuse, ça doit être forcément à son 28e anniversaire. Donc la meilleure chose à faire c'est que vous retourniez dans votre état. Ouais, je vous ai préparé une potion pour ça. Et il dit qu'il va la boire lui-même, mais non, apparemment, puisqu'il saura ce qui se passe. Donc il leur a menti à ce niveau-là, mais c'est Rumpelstiltskin, hein, c'est normal ça. Donc il y a un moment assez touchant où. Parce que oui, je n'avais pas expliqué ça, mais il y a la fameuse fleur qui a permis à David de se réveiller. C'est un truc très important qui, évidemment, n'est mentionné que dans cet épisode, introduit que dans cet épisode pour servir dans cet épisode seulement, hein. Voilà, ça va avoir un rôle super important. Ah, il faut qu'on introduise un truc important. Comme d'hab, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça fait partie des trucs, je commence à m'y faire maintenant. Donc ouais, cette fleur magique, elle a le pouvoir de réunir les êtres aimés, en fait. Tout simplement. Bon, il suffit de penser à l'être aimé d'une façon ou d'une autre, et puis ça permet à sauver cet être aimé et le renvoyer vers vous de façon très large. C'est super puissant, cette magie-là. Et on apprend plus tard que ça ne pousse que lorsqu'il y a la présence d'un grand mal. Ces fleurs, en fait, sont des roses des fées, un truc comme ça. Je sais pas comment ils traduisent ça en français, mais ouais, c'est ces espèces de roses des fées, et ben elles ont le pouvoir, si on saupoudre
leur pollen de réunir les êtres aimés entre eux. Ce qui permet donc David et Blanche-Neige de jeter un coup d'œil à leur fille de 10 ans à l'époque et d'avoir tout un moment très touchant où ils hésitent à faire ça, mais où Blanche-Neige se dit oui, mais il faut qu'on pense à sauver tous ces gens, pas seulement nous et notre fille. Il faut qu'on sacrifie notre bonheur avec elle et espérer qu'elle puisse s'en sortir toute seule pour pouvoir faire en sorte qu'elle nous sauve plus tard. Sachant que, sans vouloir être vexant, je dis ça, mais vous pouvez très bien retrouver votre fille, l'élever pour qu'elle devienne une sauveuse. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu la malédiction, elle aurait également pu devenir une sauveuse. Il n'y a pas besoin Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit une sauveuse exactement? Qu'elle grandisse seule, sans amour, et puis comme ça elle deviendra une sauveuse? Je sais pas, je comprends pas très bien le délire. Il pouvait très bien partir l'élever, faire en sorte qu'elle ait une bonne vie et lui dire ah, on aura besoin de toi, et lorsque tu auras 28 ans, deviens une sauveuse. Nous t'aiderons, nous serons à tes côtés, tout ça, tout ça. Ils auraient pu faire ça. Mais je sais pas, le premier truc qui me vient en tête là, mais ouais, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Parce qu'il est évident que ça n'a pas du tout été pensé avant. C'est clair et net. Ils sont pas dit au début de la série, ouais, hein, il y aura un moment donné où ces deux-là ils se sont réveillés, ils ont abandonné l'idée d'être avec leur fille pour pouvoir. Non, c'est un truc qu'ils ont inventé sur le tard. À nouveau, ils écrivent énormément de trucs de leur scénario sur le coup, et malgré tout. Je vais pas nier le fait que, en termes d'émotion, c'était plutôt efficace. En termes d'histoire, c'était clairement basique, ça n'apportait pas grand-chose. Et ça amène même quelques incohérences quand on y réfléchit, quelques réflexions qui sont discutables. Mais en termes d'émotion, je trouve que Blanche-Neige et David, à nouveau les deux acteurs nickel, font très bien placer l'émotion de devoir renoncer à leur fille en pensant au bien de tout le monde et en donc acceptant d'effacer leur mémoire. Voilà, à ce niveau-là, en termes d'émotion, je suis d'accord que c'était joli. C'est un peu comme la saison 4, vous voyez, c'était n'importe quoi, c'était foutu n'importe comment en termes d'évolution du scénario, mais il y avait des moments de personnages jolis. Et donc voilà, c'était des moments de personnages jolis. C'est déjà ça, là c'est pas mal, c'est pas mal. Pour notre présent, tout le monde est sur le qui-vive parce que maintenant ils savent que Emma va pas tarder à livrer son dernier combat, grand combat contre la Fée Noire. Et David et Blanche-Neige s'impatientent un peu, ils ont envie d'être ensemble tous les deux pour être avec leur fille. Et c'est pour ça qu'ils décident de suivre une recette qu'a concoctée Regina pour les aider, dont elle n'est pas sûre, mais ils se disent ouais le temps presse. Et le truc en question, ça revient à faire mijoter leur cœur dans une de leurs potions. Et grâce à ça, normalement, ça devrait marcher. Mais ça ne marche pas et en fin de compte, ça affaiblit leur cœur plus qu'autre chose. Pourquoi? Eh bien, parce que Regina le dit, ça vient très certainement de la méchante reine qui a lancé une protection sur son sort. La méchante reine qui a fait amende honorable, qui a dit qu'elle était désolée, qui a, me semble-t-il, dans l'épisode 14, dit qu'elle avait donné des instructions à Regina pour commencer à créer un contresort, un antidote à cette malédiction. Elle n'a pas pensé en partant. Ah tiens, au fait, Regina, tu feras gaffe, j'ai lancé un sort de protection sur ma malédiction. Je vais pas l'enlever. Ah, tu sais quoi, je vais pas l'enlever. C'est pas comme si c'était genre le truc principal sur lequel on s'était plaint au moment de dire ah oui, on va la laisser partir vers sa fin heureuse, il faudrait quand même qu'elle nous aide à... ça a été dit clairement, il faudrait quand même qu'elle nous aide à lever cette malédiction sur le Blanche-Neige et Prince Charmant. Ils l'ont dit clairement, mais non, il n'a même pas pensé à ça en partant. Je hais l'épisode 14. Cet épisode est à chier. Sérieusement. Vous vouliez en terminer avec la méchante reine, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Clairement pas. Parce que ce problème que j'ai avec cet épisode, c'est pas gravissime, quoi. Je comprends le principe, c'est de faire monter le drame et de dire que, ouais, ça peut pas s'arranger comme ça, le problème de Blanche-Neige et David. C'est cool. Mais si vous nous aviez pas fourré ce coup, la méchante reine
se rattrape à la fin, se rachète, et on la laisse partir sans rien lui faire faire. Je vous jure, si vous n'avez pas fait ça, j'apprécierais bien plus ce que vous voulez faire passer. Mais là non, je suis désolé, parce que vous avez l'épisode 14 qui nous fait une conclusion de merde autour de la méchante reine. Je hais cet épisode, sincèrement. Quoi qu'il en soit, ouais, ça a affaibli leur cœur et maintenant ils sont voués à être tous les deux pris dans cette malédiction du sommeil d'ici une petite journée. Donc le temps presse et c'est là qu'ils finissent par se dire ouais, on a un moyen de faire ça, il faudrait utiliser les fameuses roses dont on ne parle que maintenant, évidemment, qui nous ont permis de nous réveiller il y a très longtemps. Et étant donné que ça pousse à la présence d'un grand mal, et ça a forcément poussé à un endroit quelconque avec tout ce qui s'est passé. Sachant que, ouais, apparemment, avec tous les méchants qu'il y a eu, qui ont surgi à Storybrooke et ailleurs, il n'y a jamais eu un seul de ces trucs qui a poussé, mais c'est seulement grâce à la Fée Noire. Et juste un tout petit peu, il y a une petite à cause de la méchanceté de Regina, mais sinon, jamais eu de ces trucs-là avant. Ah, qu'est-ce que vous voulez, je me suis fait, hein, ces trucs-là. Et donc, oui, il décide de partir un petit peu à la recherche de ces fleurs-là, notamment Emma et Blanche-Neige, et il tombe sur tout un champ. Mon Dieu, il doit y avoir un super méga grand mal qui s'est installé là. Et en effet, oui, hein, c'est là que la Fée Noire fait son apparition. Et oui, ben, c'est moi. Le grand combat final nous attend. Mais je vais pas t'attaquer tout de suite alors que tu es complètement affaiblie et toute seule et que ta mère est affaiblie elle-même. Je vais plutôt attendre un petit peu et je vais laisser mon fidèle serviteur Gideon détruire tout ce champ pour moi. Vas-y, Gideon, détruis-les. Donc il les détruit. Oh zut! Et heureusement, il en restait une. Il y en a une qui n'a pas été détruite et ils peuvent l'utiliser pour faire une potion. Pour arriver à soigner un truc. Voilà. Bon, après, comme je l'ai dit, il y a des pouvoirs très vastes, cette fleur, c'est-à-dire ça permet de guérir un truc, d'arriver à arranger quelque chose qui nous fasse retrouver l'être aimé. Oh, si j'explique bien ça. Donc ouais, il peut faire qu'une seule dose de ça, Regina, à partir de la fleur, alors qu'on a vu dans le flashback qu'ils ont réussi à l'utiliser par 2 fois, Blanche-Neige et Prince Charmant. Ouais, mais ouais, parce que ça va être très important pour le petit drame, parce que pendant tout ce temps-là, on a l'histoire de Killian Jones qui se poursuit. Il est coursé par les enfants perdus qui sont restés fidèles à Peter Pan. Au passage, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais ouais, c'est pas du tout l'impression que ça m'avait donné à la fin, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait juste son fidèle suivant là, je sais plus comment il s'appelle, qui pouvait le suivre et que les autres seraient plutôt d'accord pour laisser tomber ça, quoi. Mais apparemment, il y avait tout un pan du coin où il y avait d'autres enfants perdus qui, eux, étaient super méga fidèles à Pan. Ok, hein, c'est pas grave, je peux l'accepter. Heureusement, elle est sauvée par Lily la tigresse. Voilà, le personnage de Peter Pan. Hein, je m'attendais pas à la voir, celle-là, mais ouais, c'est la petite indienne qu'on voit dans Peter Pan rapidement. Ok. Et on apprend assez vite que c'était une fée avant et qu'elle était en charge de surveiller la Fée Noire, mais elle n'a pas pu l'empêcher d'agir. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de renoncer à ses ailes et de se retrouver dans le pays imaginaire. Alors, ça a clairement balancé comme ça pour donner une excuse à pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, elle détient un morceau de baguette puissante qui permettrait de se battre contre la méchante Fée Noire. C'est de la chance. Vraiment de la chance que Killian soit tombé dans cet endroit-là. Et donc elle a besoin de Killian pour retourner à Storybrooke. Seulement Killian lui dit qu'il y a un truc qui l'empêche de retourner à Storybrooke. Et donc il va falloir ruser pour ça. Et il va falloir utiliser la magie de Peter Pan. Et utiliser la magie qui permet de sortir l'ombre de son corps et de la faire aller où on le souhaite. Donc c'est ce qu'il décide de faire. Killian profite d'une diversion provoquée par Lily pour... Je viens de me rendre compte, Lily aussi elle s'appelle celle-là. On avait une autre Lily, il y a 2 Lily dans cette histoire. Seulement il y en a une qui porte le nom Lily de façon logique et l'autre c'est... Ok.
Ça vient juste me venir en tête. Donc ouais, Lily, la tigresse, fait diversion et il arrive à prendre de la potion pour envoyer son ombre, mais il est quand même vite repéré et il ne peut que envoyer son ombre. Il a essayé de s'y accrocher rapidement, mais il n'a pas pu, ce qui fait qu'il ne peut qu'envoyer son ombre qui détient le morceau de baguette qui permettra de vaincre la fée noire. Donc ouais, tout ça se passe pendant toute l'histoire avec et Blanche-Neige, David, tout ça. Et donc, au moment où ils s'apprêtent à soigner David et Blanche-Neige de leur sommeil éternel à venir, pile à ce moment-là, il y a l'ombre de Kylian qui arrive, qui lui donne la baguette, le morceau de baguette, et ils se disent, ouais, ça ne va pas aller super bien pour lui, comment on pourra jamais le retrouver, etc. Et c'est là que Blanche-Neige dit, dans ses derniers moments avant de s'endormir, ah oui, tu peux le retrouver en utilisant cette poussière pour retrouver l'être aimé. Et on ne veut pas te priver de ça pour nous. C'est un moment plutôt touchant par rapport à ça aussi, où à nouveau ces deux-là sont toujours sacrifiés. Et donc, Emma utilise la seule dose possible à nouveau pour retrouver Kylian, parvient à le sauver in extremis des enfants perdus qui s'apprêtaient à l'exécuter. Et donc, il parvient à retourner là-bas. Et maintenant qu'ils se sont enfin retrouvés, après quelques épisodes, il lui fait enfin sa demande pour de bon. Ça va très bien, seulement voilà, Blanche-Neige et David sont maintenant complètement pris dans le sommeil éternel. Ah, c'est triste. Mais voilà, Regina trouve une façon de les en défaire. Et cette façon-là, c'est de créer une potion qui, en la buvant, tous ceux qui la boiront pourront partager le sort de sommeil éternel avec Blanche-Neige et David. Et donc, en partageant ce sort, ça pourrait diluer son effet. Et ta gueule, c'est magique. Oh, punaise. Ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant. Je sais pas, Ouais, je pense que la raison pour laquelle j'arrive à accepter ça un peu plus... Oui, je veux pas le nier que c'est quand même un gros problème, mais j'arrive à accepter ça un peu plus qu'il y a 2 épisodes, par exemple, c'est que au moins vous créez du bon drame, de bons moments émotion autour de ça. C'est ça qui fait que j'arrive à ne pas être trop énervé, mais je comprendrais aisément que des gens n'aiment pas ça. Je veux dire, c'est de l'écriture paresseuse. Vraiment. Mais ouais, donc il y a cette potion qui existe maintenant, et tout le monde est d'accord pour la prendre. Pas seulement nos héros principaux, il y a même les gens de Storybrooke qui viennent, qui acceptent tout ça, notamment Grincheux, Hopper, etc. Oui, c'est cool, on voit pas mal de persos secondaires qui réapparaissent. À nouveau, c'est un truc que je vais le répéter, mais c'est pas mal de répéter les bons points aussi. Je trouve vraiment que vous gérez tellement mieux vos seconds rôles par rapport aux saisons précédentes. C'est ça qui m'aide à apprécier un peu plus cette saison que les saisons 4 et 5. Donc ouais, quoi, ils sont prêts à aller jusque-là, alors qu'il y a un risque qu'ils finissent tous endormis complètement pour sauver Blanche-Neige et David par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour eux. Donc c'est un moment très joli sur le principe, dans l'émotion que ça veut apporter, et ça marche. Blanche-Neige et David sont sauvés. Tout le monde est là. Il pardonne très rapidement à Kylian, David. Oh, c'était toi d'avant, hein, c'est pas grave. Histoire de dire, vous vous souvenez de ce petit élément scénaristique qu'on a introduit pour créer du drama? Oh, alors c'est terminé. Sérieusement les gars, vous auriez pu faire exactement la même intrigue avec Kylian qui disparaît et Emma qui soit forcée de travailler avec Gideon sans ce drame de merde. Vraiment, vous auriez juste pu trouver une autre façon de faire en sorte que Gideon envoie Kylian dans un autre endroit, ailleurs qu'à Storybrooke, et qu'il lance un sort qui l'empêche de retourner à Storybrooke. Il n'y avait pas besoin des larmes de la sauveuse pour ça. Vous auriez pu trouver une excuse plus crédible, honnêtement, parce qu'il y a, moi-même, je pourrais le trouver beaucoup plus crédible que ça. Hein, sérieusement, j'en sais rien. En prenant de son sang à Kylian avant de le faire partir, il arrive à enchanter, enchanter un truc à Storybrooke qui fait en sorte que son sang, que tout ce qu'il y a de son sang ne puisse pas passer. Ce serait
techniquement plus logique que l'arme de la sauveuse hyper puissante. Bon, ça serait sorti un peu de nulle part, mais au moins ça aurait un semblant de logique, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Vous auriez pu trouver des tonnes d'excuses pour faire en sorte que Killian soit séparé d'Emma, et sans créer ce drame débile avec le père de David. C'était un rajout inutile et stupide. Enfin bon, tout semble s'arranger pour l'instant et tout le monde semble être prêt à en découdre avec la grande méchante. Le combat final va arriver et tu ne seras pas seul, Emma. En termes d'émotion, je le dis clairement, c'était très fort. Voilà, les acteurs faisaient bien passer l'émotion. Et il y a vraiment toute cette peur d'Emma de se retrouver toute seule. Et tous ceux qui sont prêts à aller très loin pour pouvoir l'aider à prendre des risques énormes, que ce soit ses parents ou Killian, c'était très fort. On sent vraiment toute la tâche de nos personnages par rapport à ça. Et même Regina qui est prête à faire beaucoup de choses. Après ça, et toute la tâche qu'ont senti les gens envers David et Blanche-Neige par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour eux, très très fort. Émotionnellement, c'était très fort. Je vais pas le nier, c'est dommage qu'il y ait autant de ta gueule, c'est magique et de trucs un peu faciles. Autre chose, parce que c'est pas tout à fait terminé, il y a une petite scène, enfin deux petites scènes entre Rumpelstiltskin et la Fée Noire. La Fée Noire qui vient dans sa boutique pour le narguer en lui disant tu viendras à moi, je veux que tu viennes à moi et que tu me joignes dans ma quête. Si c'est vraiment ce que tu voulais, pourquoi tu l'as abandonné quand il était enfant en fait? Bon, c'est pas impossible qu'il y ait un épisode qui explique ça. Hein, c'est juste un questionnement que je me pose comme ça. Mais voilà, le truc qui me fait bien plus me questionner, c'est le fait que elle arrive à mettre la main sur sa dague, mais genre comme ça. Genre, magie, c'est dans ma main. Et il peut rien faire contre ça, Rumpelstiltskin. Et en fait, le truc le plus dingue par rapport à ça, c'est que elle veut pas se servir de ça. Apparemment, ils veulent l'instaurer comme genre un méchant ultra badass tellement puissant qu'elle arrive à vaincre Rumpelstiltskin. Que Rumpelstiltskin ne peut pas la battre, la combattre. Alors que Rumpelstiltskin, d'un point de vue technique, est beaucoup plus fort qu'Emma. Emma qui est censée pouvoir battre la Fée Noire. Alors je me doute que c'est une question de magie noire, magie blanche, tout ça, une sorte de trinité de rapports de force, genre pierre, papier, ciseaux, un truc comme ça. J'imagine, hein, c'est logique ça, mais ouais, quoi, ça fait un petit peu bizarre, et surtout, quoi, ça peut quand même être une menace pour toi, Fée Noire. Qu'est-ce que tu fais? Genre, elle peut mettre la main sur sa dague, elle veut pas le faire, et ça crée une espèce de conflit entre elle et Rumpelstiltskin, alors qu'à tout moment, elle peut le forcer. Ce qui fait qu'il est complètement en situation d'infériorité et qu'il peut rien faire, sauf s'il trouve un moyen de cacher sa dague pour qu'elle ne puisse pas mettre la main dessus, ce qui serait la chose logique à faire, mais j'imagine qu'il le fera pas. Mais en plus, j'ai l'impression que ça ne jouera pas un rôle en fait. Que, qu'en fait, elle essaiera jamais vraiment de l'avoir avec sa dague. Alors peut-être qu'elle essaiera à un moment donné, et à ce moment-là, je retire ce que je vais dire, mais si c'est le cas, ça servait à rien de faire ça. Ça servait à rien de dire oh, elle a les super pouvoirs de mettre la main sur la dague quand elle veut, si en fin de compte, vous laissez un peu Skin libre de ses mouvements après. Ça la fait juste passer pour une idiote qui ne profite pas du rapport de force qu'elle a avec Rumpelstiltskin. Tu penses sincèrement que tu vas le convaincre après tout ce que tu lui as fait, après la rancœur qu'il a envers toi? T'es conne ou quoi, Fée Noire? Sérieusement, t'as un gros problème de compréhension de la psychologie humaine, hein? Ça c'est clair, hein? Donc, ouais, ce que j'aime bien, par contre, là-dedans, c'est le fait que Rumpelstiltskin finisse par comprendre par lui-même que Gideon est contrôlé par son cœur. Donc elle ne le fait pas savoir ouvertement, la Fée Noire, c'est Rumpel qui l'apprend par lui-même en ayant compris que, étant donné qu'il a laissé une fleur là-bas, il a réussi un petit peu à réchapper à son contrôle, et ça veut dire qu'il n'est pas, libre de ses mouvements. Il a compris ça comme ça, c'était très malin de sa part, et je trouvais ça très bien amené. Et j'imagine que Rumpelstiltskin va pas le dire au groupe. Genre, ce serait la chose à dire, la première chose à dire. Oui, vous savez, en fait, Gideon n'est pas méchant, il est juste contrôlé par son cœur, il y a peut-être moyen de le sauver. Ce serait cool qu'il en fasse part aux autres. En fait, c'est un truc qui m'agace un petit peu avec ça maintenant, et j'espère sincèrement que je me trompe. Sincèrement.
j'ai peur que ça nous la joue un groupe dans son coin, c'est-à-dire nos héros dans leur coin et puis Rumple dans son coin, alors qu'ils ont tout intérêt à agir ensemble maintenant. Tout intérêt. Je sais pas, Rumple et Belle n'ont pas à être tous les deux dans leur coin, ils ont intérêt à en parler à tout le monde et à vraiment se concerter, à agir ensemble. Contre eux, la fée noire et Gideon qu'elle contrôle. C'est la chose logique à faire. Et c'est un truc qui risque, c'est un truc qui risque pas d'arriver malheureusement. C'est très dommage. Oui, parce que du début à la fin, Rumpelstiltskin a toujours tout voulu faire tout seul. Et ce serait bien qu'à un moment donné, il arrête ça. D'ailleurs, même, je dis ça, mais dans la saison 2, il n'a pas voulu tout faire tout seul. Il s'est bien rendu compte que à 2-3 moments, il aurait besoin de l'aide de certaines personnes, notamment dans la saison 2, quoi. Lorsqu'il est venu chercher Bellfire, il n'y est pas allé tout seul. Quand même, quoi. Donc, ouais, c'est ce genre de choses. J'espère que maintenant, on va avoir de la vraie collaboration. Ce serait cool. Ce serait cool que ça se fasse. C'est tout ce que j'espère. Mais oui, c'est en termes de scénario, il y a beaucoup de choses qui sont amenées avec beaucoup de facilité, beaucoup de retcon, voilà, avec Lily, la tigresse, comme par hasard, qui est là, qui était une fée avant, hein, qui connaît un moyen de lutter contre la fée noire. Ça tombe bien hein, qu'elle soit là avec Ilian. Et bien entendu, ce retcon autour du fait que Blanche et David se sont réveillés à un moment donné. Ça apporte un petit truc, une petite logique par rapport à pourquoi Rumpelstiltskin a réussi à échapper à la malédiction de Regina. En dehors de ça, oui, en termes d'histoire, il y a des choses à redire en termes de cohérence et de lien avec le reste, quoi. Il y a beaucoup de facilité, surtout de ta gueule, c'est magique. C'est dommage, mais il y a beaucoup de liens entre personnages et d'émotions entre personnages qui sont très fortes. Et je pense que c'est ça qui permet de faire en sorte que cet épisode soit bien, vraiment. C'est un épisode que j'ai pris plaisir à suivre malgré ses gros problèmes scénaristiques. Voilà, donc j'espère que vous vous lâcherez un petit peu moins sur le ta gueule c'est magique dans la suite et que vous resterez quand même à ce niveau d'émotion parce que c'était très bon à ce niveau-là. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 18. Ciao!